C'est bon? Bonjour à tous. Oula, un peu fort. Merci de nous rejoindre pour le 5e atelier de la journée sur le campus Amérique du Nord, donc pour la 7e édition de BIG. Cette fois-ci un atelier en physique et on abordera la thématique de la création et la gestion d'une filiale aux États-Unis, et pour cela j'ai eu le plaisir de travailler et d'accueillir avec nous aujourd'hui Léo Krimkier qui est avocat d'affaires aux États-Unis, qui a monté son cabinet, donc Krimkier Law, et pour l'accompagner et pour témoigner également avec lui, Jean-Claude Carle, qui est donc mentor de CEO pour l'implantation aux États-Unis. Et donc pour en parler mieux que moi, je vais laisser la parole tout de suite à Léo et Jean-Claude. Merci. 1, 2. Merci Hélène. 1, 2, 3, oui. Ouais, ok. Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous sommes très heureux de partager nos expériences d'implantation aux États-Unis aujourd'hui. Donc moi, comme Hélène le dit, donc je m'appelle Léo Krimkier, je suis avocat d'affaires aux États-Unis et mon job, c'est d'aider les filiales à se développer aux États-Unis, les filiales de sociétés françaises, et de réussir leur implantation aux États-Unis. Je suis aux États-Unis depuis 20 ans. Avant d'être avocat, j'étais aussi directeur de filiale du groupe Rank & Pommery pendant quelques années. Et mon expertise juridique est donc éclairée de cette expérience à 360 degrés. M'accompagne aujourd'hui Jean-Claude Carle. Bonjour, donc Jean-Claude Carle, j'ai dirigé des sociétés américaines, européennes, françaises, et je fais ce qu'on appelle du mentorat, c'est-à-dire en fait, c'est un nom un peu pompeux, mais ça veut dire simplement que j'accompagne les dirigeants d'entreprises dans leur stratégie et surtout leur développement international, et notamment aux États-Unis. En tout cas, on est très heureux d'être devant vous. Je voudrais rajouter un point, c'est qu'on a voulu avec Léo faire quelque chose de très interactif, pas trop éducatif, sans donner des leçons. Ça sera un échange. Et comptez sur moi, si Léo oublie un point, je serai là pour lui rappeler. Donc on peut y aller maintenant. Ok. Alors l'objectif de cette présentation est de donner les clés d'une implantation de filiale réussie. Et donc la présentation est découpée en 2 parties. La création d'une filiale dans un premier temps et dans un second temps, le management de cette filiale. Alors, pour commencer, je tiens à dire que le business et le juridique sont indissociables. C'est pour ça que Jean-Claude est avec moi aujourd'hui. Et Jean-Claude donc, va nous éclairer de la partie business et j'interviendrai sur la partie juridique. Donc pour commencer, Jean-Claude, est-ce que vous pourriez nous donner, à votre avis, les éléments déclencheurs d'une implantation aux États-Unis ? Merci Léo. Donc on va être très factuel et aussi on a une approche assez open mind, c'est-à-dire qu'on a des partis pris qui sont vraiment très clairs, que ce soit au niveau business ou au niveau juridique. Donc ces partis pris peuvent faire l'objet d'échanges. Pour répondre à la question de Léo, je pense qu'il faut évoquer ce qu'on appelle le syndrome Christophe Colomb, c'est-à-dire le syndrome Christophe Colomb. Christophe Colomb est parti sans stratégie, sans anticiper quoi que ce soit. Finalement, il est arrivé soi-disant en Amérique. Il pensait arriver en Inde, mais finalement il est arrivé en Amérique et ça ne lui a pas vraiment réussi. Hein. C'est la découverte réelle de l'Amérique, ça a été par un Florentin, je crois 1 an après, qui s'appelait Amerigo, et c'est pour ça qu'on a appelé l'Amérique. Donc tout ça c'est pour dire, en fait c'est un clin d'œil pour dire que tout développement ou implantation d'ailleurs, pas spécifiquement pour les États-Unis, mais tout développement dans un pays étranger doit prendre en compte 3 éléments et en tout cas anticiper ces 3 points. Le premier point, c'est une compréhension de l'intelligence économique du pays dans lequel vous rendez, et c'est particulièrement vrai sur les États-Unis. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire les réseaux, les connexions et le savoir-faire au niveau business. Et le troisième point, c'est l'intelligence sociale. Donc l'élément que je voudrais partager avec vous et d'être assez clair, c'est avant de dire quels sont les éléments déclencheurs, c'est ce travail est indispensable, il est stratégique. Et ce point m'amène à vous répondre à Léo sur la question. Quel est l'élément déclencheur? Il est évident que l'élément déclencheur est le résultat d'une vision, d'une stratégie et d'une roadmap. Ça veut dire qu'il faut absolument tout anticiper.
il est possible, et on le voit parfois dans certains business, et moi je fais la différence entre la stratégie et l'opportunisme. Une société française peut être confrontée, entre guillemets, à une question ou un besoin ou une demande d'un distributeur américain ou d'un client américain. Donc, et c'est là où la dichotomie entre l'intérêt du business et la contrainte juridique va prendre tout son essor. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, on va s'apercevoir au fil de la présentation que, bien sûr, les sirènes d'un contrat américain directement signé par la filiale, signé par la maison mère en France, ou un contrat avec un distributeur peut s'avérer être extrêmement dangereuse. Et Léo va vous parler. Alors évidemment, bien sûr que c'est intéressant, on parle de millions de dollars, ça c'est la partie business, mais oui, l'oreille gauche, mais en fait vous allez voir que l'aspect juridique est à prendre en compte. Donc, pour répondre sur ce point, l'élément déclencheur pour la plantation d'une filiale aux États-Unis, doit être stratégique et anticipé. Rappelez-vous du syndrome de Christophe Colomb. Et Jean-Claude, donc je souhaiterais juste préciser que, en effet, le déclencheur peut être juridique en cas de prise de commande. Il est souvent recommandé de créer une structure, et on en discutera après, pour expliquer quel est le modèle choisi qui est à privilégier. Donc Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le meilleur timing? Est-ce qu'il y a un meilleur timing? Il n'y a pas de meilleur timing. Il est faux de dire je crée ma start-up, hypothèse de travail, puisqu'il y en a beaucoup ici et d'ailleurs dans cette enceinte. Je crée ma start-up et 2 ans après, 3 ans après, je vais aux États-Unis. C'est absolument faux. En tout cas, c'est un procédé qui est vraiment pas vraiment structurant et qui peut amener à l'échec. Le point qui est fondamental, c'est de répondre à 2 questions. La première, c'est est-ce que le business model de la société, supposons que ce soit du early stage, la société se crée. Est-ce que vous êtes dans un B2C ou un B2B? Et la deuxième question qui vient en travers, c'est lorsque vous serez aux États-Unis, quel est le mode de vente que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez utiliser des réseaux distributeurs ou des OEM, ou vous allez vendre en direct? La question qui est souvent posée, c'est de dire faut-il que je réussisse mon business en France avant de m'implanter aux États-Unis? C'est posé souvent, et d'ailleurs la personne qui présentait son pitch, ce sont des questions aussi qui sont posées par les VCs et les investisseurs et les financiers. La réponse, à mon sens, et c'est un parti pris, donc ça n'engage que moi, la réponse est simple. Si votre business model est B2C, c'est-à-dire que vous vendez à des consommateurs, vous voyez, vous vendez un téléphone portable, vous vendez à une personne physique, consommateur, vous avez intérêt, je pense, à annoncer une réussite, à présenter une réussite dans votre pays d'origine, la France, avant d'attaquer, entre guillemets, un pays comme les États-Unis. En revanche, si vous êtes dans un schéma de B2B, la notion d'utilisateur est complètement différente, puisque ce n'est pas vous qui allez faire la démarche de convaincre l'utilisateur américain, c'est une société dite intermédiaire, un distributeur ou un OEM. Donc, il n'y a pas de meilleur timing. Pensez simplement, parce qu'en fait, d'une certaine façon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la stratégie prévaut sur l'opportunisme. Mettez tout sur la table, regardez votre business model. Et de façon générale, moi j'aime bien plagier, entre guillemets, ce qu'ont fait les Américains quand ils viennent s'implanter dans notre pays. Ils vendent rarement en direct. Prenez l'exemple d'Apple ou tous les exemples que vous voulez depuis 20 ans ou 25 ans. Ils utilisent des bras armés, des réseaux, c'est-à-dire des distributeurs ou des OEM, et ensuite ils vendent en direct. Voilà. Donc, pas de meilleur timing, c'est votre stratégie qui prévaut sur le reste. Maintenant, j'ai la main sur la question suivante. Et pourquoi la filiale est le meilleur modèle ? Original Equipment Manufacturer. Un OEM est quelqu'un qui embarque, par exemple, cet ensemble est vendu par un OEM. Dedans, il y a des claviers, etc. Donc, admettons que votre job soit de vendre des claviers. Donc, c'est embarqué, embedded au sens américain du terme. Alors que la différence, comme je dirais, mais un peu grossièrement, Darty, box moving. C'est-à-dire que le produit, je le pousse pour vous. Donc, je l'assemble ou je le pousse. Si je le pousse, je suis un distributeur
distributeur. Si je l'assemble, je suis un OEM avec des éléments, mais on ne va pas en parler ici, qui sont importants sur la protection intellectuelle, les réseaux, etc. Ça. Mais bon, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. D'expérience, à titre personnel, je me suis posé la question parfois en me disant, est-ce qu'on va se casser les pieds, entre guillemets, à créer une filiale, parce que c'est pas neutre. Est-ce qu'on pourrait pas créer une branche, oui, branch aux États-Unis? Et là, la question est directe pour notre avocat, notre ami avocat. La branche, ouais. Branch, c'est plus rapide, c'est moins cher. Est-ce que ça rapporte pareil? Alors, le sujet de la branche, c'est que c'est exactement comme une filiale, sauf que ça n'a pas les avantages de la filiale. C'est-à-dire que l'objectif de la création d'une filiale, c'est de protéger la responsabilité des actionnaires et donc de la maison mère. Et donc en créant une branche sans créer d'entité, on s'empêche d'avoir cet avantage essentiel. Ce qui est aussi important, c'est de voir que la filiale vous permet d'avoir une activité solide aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un compte en banque, on peut avoir des employés, et on a un système de gouvernance qui est lié à cette filiale qui va favoriser le développement aux US. Mais ça, c'est plus la partie business. Dit de façon un peu triviale et cash, si vous faites du business aux États-Unis et que vous ne prenez pas l'option filiale, alors Léo va expliquer les types de filiales et l'État de Delaware et tout ce qu'on veut, enfin je ne veux pas anticiper ni déflorer ce qu'il va dire, vous prenez des risques majeurs, pas en termes de business, mais en termes de responsabilité personnelle. Les Américains sont des gens qui rigolent pas trop. Oui, et de responsabilité du groupe. En fait, votre groupe et votre maison mère va être en danger si jamais vous avez une activité commerciale aux États-Unis sans avoir une entité qui vous protège. Donc le meilleur modèle est la filiale. Donc c'est aussi un parti pris. Évidemment, il y a d'autres moyens de s'implanter aux États-Unis, notamment un contrat de distribution ou des contrats de vente en direct. C'est généralement plus risqué. Moi, en tant qu'avocat, je ne recommande pas en raison des risques liés au contentieux potentiel. Le risque juridique est essentiel. Il faut aussi savoir que on peut s'implanter par le biais d'une joint venture, on peut s'implanter par le biais d'une acquisition, on peut s'implanter par le biais d'un partenariat stratégique. Dans tous ces cas-là, on va passer à un moment ou à un autre par l'étape création d'entité, création de filiale. Next. Alors Jean-Claude, une fois qu'on a pris la décision de créer une filiale aux États-Unis, quelles sont selon vous les 3 décisions incontournables ? Alors, même principe, si vous voulez, de parti pris. Ça veut dire que certains peuvent avoir des idées différentes. Mon parti pris est basé sur l'expérience concernant les 3 décisions qui sont majeures. Vous avez donc pris la décision de vous installer aux États-Unis. Vous avez donc pris la décision de créer une filiale. On en parlera tout à l'heure sur le type de filiale, etc. Maintenant, il y a 3 décisions, à mon sens, qui sont concomitantes. La première, alors évidemment, c'est un clin d'œil à mon ami, trouver l'avocat le plus vite possible. Il faut qu'au moment où vous avez pris la décision de créer la filiale, vous devez être accompagné par un avocat immédiatement. La question après, c'est quel type d'avocat ou d'où vient l'avocat. Alors aussi, c'est pareil, idée très très claire, l'avocat doit être américain. Ne prenez pas, alors peut-être que je ne vais pas me faire des amis dans la salle, mais ne prenez pas d'avocat français qui va intervenir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'avocat français va utiliser son réseau interne aux États-Unis, et là vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, dans le métier, quand on dirige les sociétés, le millefeuille des honoraires. Donc, trouvez l'avocat américain, inscrit au barreau New York, si vous voulez, et s'il parle français, c'est quand même un must. C'est l'exemple de Léo. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 sur cette première décision, c'est, dans un deuxième temps, vous aurez besoin d'avoir un expert comptable. Là, il y a un débat. Je pense que le débat, je vais le purger relativement facilement, dans la mesure où vous avez une relation mère française, fille américaine, vous avez des jeux bilanciels, etc. Il y a beaucoup de choses
choses de mouvements financiers, les management fees. Donc prenez un expert comptable basé aux États-Unis, mais qui fait partie d'un groupe qui a un pied fort sur la France. Croyez-moi, c'est plus simple. Enfin, d'expérience, on va pas en parler maintenant. Le deuxième point important, c'est qui va diriger la filiale. Alors là, c'est pareil, basé sur une expérience, parce qu'il y a des expériences douloureuses, pas les miennes. Douloureuses, c'est embaucher un Américain pour diriger votre filiale aux États-Unis, c'est très clair. Ne faites pas l'erreur que commettent un certain nombre de sociétés, c'est-à-dire prenez un Français que vous déplacez aux États-Unis. Bien sûr, ça arrive, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Pourquoi il est mieux d'avoir un Américain aux États-Unis qui dirige pour des raisons de culture, des raisons de langue, aussi pour des questions de crédibilité. Aux États-Unis, la France, on n'existe pas vraiment. Hein. C'est demandez-leur de positionner la France sur une carte du monde. Il est rare qu'ils le fassent sans erreur. Voilà, donc c'est une question de crédibilité. Prenez un patron américain. On m'a objecté parfois, le point suivant, c'est oui, mais c'est très cher un patron américain, puisque si j'utilise un chasseur de tête, c'est 25% du salaire annuel. Alors, il y a une chose qui est exacte, c'est les salaires sont élevés. Récemment, j'ai accompagné une société aux États-Unis pour une implantation aux États-Unis. Si vous voulez trouver quelqu'un de solide, on parle de $200 à 300 000 de salaire annuel. Bon, après tout est discutable lorsque vous avez la possibilité de faire des stock options sur la filiale, sur la mère ou la fille, tout est discutable. Maintenant, le point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est une réalité absolue, c'est ne prenez pas de chasseur de tête pour trouver votre patron américain, mettez 200 € ou 300 € sur la table, postez une annonce assez sexy, assez intéressante qui va interpeller le candidat américain. Je pense à un réseau social, je ne vais pas le nommer, mais ça commence par Link et ça finit par quelque chose d'autre. Voilà. Je peux vous donner d'expérience 10 exemples ou 85 réponses. Alors aussi, les Américains qui cherchent un job, ça bouge beaucoup, hein, c'est très fluide aux États-Unis, ils le font le week-end ou pendant les vacances, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problème de date, etc. Donc 85 réponses pour une annonce mise et on a eu les 10 meilleurs, donc on a eu le candidat qu'il fallait. Pour terminer, le troisième point qui est important, n'appliquez jamais vos business models français sur les États-Unis. C'est une erreur massive. Voilà. Alors évidemment, la contrainte, eh bien, c'est faut faire une analyse de marché, il faut market survey local, mais ne faites jamais l'erreur de faire du copier-coller sur votre stratégie française ou européenne d'ailleurs aux États-Unis. Et d'où la nécessité d'un patron américain. Absolument. Léo, c'est mon tour maintenant. Donc sur un point de vue juridique, Léo, quels sont les 6 éléments essentiels, majeurs, auxquels tout patron français doit être particulièrement vigilant lorsqu'il veut créer sa filiale? J'en vois un premier, protéger la propriété intellectuelle, Léo. D'accord, oui, alors ça c'est la première étape. C'est la première étape essentielle avant de penser à développer votre marque aux États-Unis. Parce qu'il faut, votre marque ou votre produit, il faut s'assurer que le produit ou que la marque soit disponible et protégeable. Donc ça fait partie de la première étape. Surtout prendre conscience du fait que les Américains n'hésiteront pas à entamer un contentieux contre vous si vous n'êtes pas propriétaire de votre marque. Deuxième point, c'est on constitue la société. Alors, on a entendu, bon, j'ai un peu la réponse bien évidemment, mais état de Delaware, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut prendre une Inc, etc. Donc, la réponse, elle est, voilà, est-ce que je dois créer une société en état de Delaware, Léo? Alors, la réponse, rapidement, c'est oui. L'État de Delaware offre un certain nombre de protections que d'autres États n'offrent pas. La première raison pour laquelle on crée une société dans le Delaware, c'est parce que c'est rapide et c'est pas cher. Mais la deuxième raison, la plus importante selon moi, c'est que ça offre une sécurité juridique. La sécurité juridique, elle est apportée par la longue jurisprudence pro-business des juridictions du Delaware et par le fait que les juges du Delaware sont des juges professionnels. Donc le troisième élément important, c'est que
peu importe où vous vous implantez aux États-Unis, donc dans quel État vous allez vous implanter aux États-Unis, le droit du Delaware est le droit commun et chaque avocat de chaque État aux États-Unis va comprendre et connaître le droit de l'État du Delaware. Donc voilà, corporation ou LLC. Corporation à 99% des cas, généralement, les filiales qui sont propriétés à 100% de leur maison mère française vont s'implanter par le biais d'une Inc. D'accord. Combien coûte, Léo, là, de créer une filiale? Je veux créer une filiale aux États-Unis. Combien ça coûte? Tout compris, hein, mettez les frais d'avocat dedans parce qu'on sait que c'est pas neutre. Combien ça coûte au total? En gros, en fonction de l'état d'implantation et du modèle, je dirais environ entre 3 et 5 000 $. Très bien. Le troisième point, c'est la gouvernance. Alors ça, c'est un sujet, vous allez voir, qui est assez intéressant dans la mesure où, si on compare avec le droit français au niveau du travail. Léo, c'est la gouvernance? Oui, alors ce qui est important pour la gouvernance, c'est de se dire que la société américaine va déclencher une nécessité d'organiser la gouvernance de la société. Et c'est important, on le verra plus tard, parce que ça apporte une protection au niveau juridique de cette société. Donc c'est-à-dire établir une gouvernance, ça veut dire établir une gouvernance séparée de la maison mère, le plus possible. D'accord. Sur la partie l'embauche, oui, j'ai un peu anticipé, pardon, l'embauche des employés. Et là, on va passer un tout petit peu de temps sur le droit social américain, si tant est qu'il existe, Léo. Est-ce qu'il existe le droit américain? Il existe le droit du travail américain. Il est juste beaucoup moins protecteur des employés. Et il est par État, donc il est très complexe. Donc à chaque fois que vous embauchez un employé, il va falloir se poser la question de savoir dans quel État et de bien comprendre le droit local. Okay. Est-ce que ça veut dire simplement, pour donner un exemple pour nos auditeurs, que si la filiale est basée à Boston avec une antenne à San Francisco et une antenne à New York avec une vingtaine de salariés, je vais avoir le droit du travail de New York qui va être aussi associé au droit du travail de San Francisco et de Boston. J'ai plus le code du travail, j'en ai trois, si tant est que c'est le lieu de résidence ou c'est le lieu de résidence des individus ou c'est le lieu du travail des individus? C'est à peu près la même chose. L'important, c'est de savoir que la société va devoir s'enregistrer dans l'État où elle a son activité secondaire par le biais de ses employés et ensuite elle va devoir appliquer pour cet individu le droit de l'État où elle travaille. Généralement, le droit du travail sont des lois de police, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent obligatoirement aux employés qui sont dans ces États-là. On va utiliser des gros mots, je suis désolé, il n'y a pas trop le choix. C'est CDD, CDI, ça existe. Et comment sépare-t-on, entre guillemets, sans être... Voilà, comment sépare-t-on des... Alors, tout est négocié et négociable. Le principe de base, le principe de départ, c'est le contrat at will. Ça veut dire que l'employeur ou l'employé peut se séparer à tout moment pour aucune raison. Oui, je confirme ce point pour avoir accompagné pas mal de sociétés. At will n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui est très pratique, ça donne une fluidité au marché du travail américain considérable. Je ne vais pas faire de commentaires plus que ça sur l'aspect français. Oui, et ne pas oublier que c'est bien dans les deux sens. Les employeurs peuvent se séparer, mais les employés sont extrêmement mobiles et donc il faut garder ces employés aux États-Unis. Il y a une rareté des employés de qualité. Et donc, une société qui veut s'implanter aux États-Unis doit faire attention à ça. On va avancer un peu plus vite parce que the clock is ticking, comme on dit. Rédiger des contrats commerciaux, bien sûr que la présence de l'avocat est nécessaire, indispensable, c'est ça, Léo? Pour les contrats commerciaux, ce que je recommande, c'est juste d'avoir des contrats standardisés qui sont mis en place et adaptés au marché des États-Unis. Ce qui se passe souvent, ce que je rencontre dans des sociétés que j'accompagne, c'est qu'il y a des contrats en anglais qui sont utilisés, par exemple, pour faire du business en Europe. Ces contrats-là sont généralement traduits du français et d'une grande majorité complètement inadaptés au marché américain parce que n'ont pas les clauses essentielles qui vont protéger cette société. Tout est contractuel, tout est négocié et donc il faut comprendre que les contrats aux États-Unis sont plus longs parce qu'il faut tout écrire. Les assurances ?
Alors, les assurances, c'est un point essentiel. Il faut que les dirigeants se mettent en contact avec des brokers en assurance qui vont leur expliquer quelles sont les assurances nécessaires, quels sont les niveaux de couverture et quels sont aussi les risques liés à l'activité aux États-Unis. Si par exemple on parle d'une société en intelligence artificielle, les risques de data breach sont prévus par les assureurs aujourd'hui. Ok, on va passer rapidement sur la slide suivante, qui est en fait... Et là, donc c'est management du filial. Je ne sais pas si on la voit là. Exact. Voilà. Alors, donc, on va essayer d'aller vite sur la partie management parce qu'on a passé beaucoup de temps. D'accord, le slide suivant. C'est ici. Ah d'accord. Alors là, on va attirer particulièrement votre attention sur les deux derniers points, c'est-à-dire l'importance du voile corporatif et puis sur les risques considérables. Et là, on quitte tout doucement l'aspect du business et on rentre dans la zone des risques. Donc, cette expression du voile corporatif qui a l'air un peu mystérieuse et qui comporte des risques majeurs, Léo, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire, un voile corporatiste? Oui, alors j'explique ça donc aux sociétés que j'accompagne régulièrement pour qu'elles se rendent compte du risque lié au fait d'avoir une personne qui s'occupe de cette société, d'avoir un système de gouvernance indépendant et d'avoir une capitalisation adéquate. Donc ça, ce sont les éléments qui seraient éventuellement regardés par un juge qui déterminerait si, en fonction de l'activité de cette société existe ou non au niveau juridique, et donc si ce voile corporatif est efficace pour protéger la société actionnaire de sa responsabilité. Donc ce que vous dites, Léo, en fait, c'est qu'il y a trois éléments majeurs. Si on est en face d'un juge américain et que on coche sur les trois éléments majeurs, on est sur un très 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 gros risque. Je voudrais simplement faire un parallèle. On pourrait faire un parallèle avec la gestion de fête. Voilà. Donc vous savez, pour l'angoisse des investisseurs, c'est de ne pas être pris la main dans le pot de confiture et être entraîné par une gestion de fête. Là, le Chapter 11 américain peut être extrêmement dangereux s'il peut être, je prends un exemple du Chapter 11, s'il peut entraîner la maison mère. Donc ça s'apparente un peu à la gestion de fête, c'est-à-dire que le juge américain essaierait de démontrer que, by the way, et au final, la filiale n'avait pas l'autorité sur ses décisions et que tout était piloté de la maison mère. Et là, ils entraînent la maison mère. Dernier point, dernière zone de... Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller très rapidement sur la partie corporate compliance. C'est un deuxième point très important. Allez, donc très rapidement, la corporate compliance, c'est mettre en place les formalités de la société, respecter les formalités de la société et la négociation contractuelle. Donc je passe rapidement. Pardon. Donc les risques des amendes, la radiation, la levée du voile corporatif, comme on en parlait. Vous aviez un exemple d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Léo, d'une société qui continuait son business aux États-Unis. Il y a une société qui m'a contacté, qui m'a demandé de regarder ces documents corporatifs, et je me suis aperçu qu'ils avaient été radiés il y a plus de 2 ans. Donc qu'ils avaient une activité aux États-Unis sans avoir de structure juridique. Voilà. Okay. Messieurs, merci beaucoup pour votre expertise, c'est extrêmement intéressant. Je suis désolée, je dois couper ici les micros car nous arrivons à l'issue du timing. On n'a malheureusement pas le temps pour des questions en live, mais n'hésitez pas évidemment à continuer à échanger, et l'atelier sera disponible en replay sur la plateforme de BPI France InnoGénération. Mais je vous en prie, je vous laisse bien sûr dire un mot de conclusion et nous dire à bientôt. Ok, donc oui, je voulais juste, pour ceux qui souhaiteraient continuer la discussion, parce qu'on a survolé beaucoup de sujets, on a mis en place, Jean-Claude et moi, un calendrier, donc vous pouvez prendre l'adresse et booker directement avec nous, avec moi ou avec lui, et nous contacter comme ça si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci en tout cas encore. Et, oui. Merci beaucoup à vous.